Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Dans cette émission, vous verrez la députée de l'arrondissement en prison, la fin des travaux à l'écluse de Gunningen et puis des images bien boueuses à l'occasion du Nabor Raid. On parlera aussi de foot, n'est-ce pas Sandrine? Coucou. Coucou. Puisque c'est lié au sondage que tu as lancé sur la page Facebook de Mosaïque. Ouais. Le dossier de la semaine, CIO en danger. Les directeurs de centres d'information et d'orientation tirent la sonnette d'alarme ainsi que l'ONICEP. 4 invités vont me rejoindre tout à l'heure pour faire le point sur la situation. Et puis pour le moment, on retrouve Uranie Tozic en direct du lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Uranie, bonjour. Les premiers résultats d'affectation sont tombés via la plateforme Parcoursup. Est-ce que les vœux des lycéens ont été exaucés ? Bonjour Julia. Alors on peut dire que le soulagement des élèves se fait un petit peu au cas par cas. J'ai rencontré ce matin Doriane par exemple. Sur ses 7 vœux, 2 lui ont été refusés et pour le reste elle est sur liste d'attente. Lise-Marie quant à elle est contente d'avoir reçu au moins un oui pour un BTS coiffure, mais elle reste 200e sur 219 personnes en attente pour un BTS commerce international. Philippe lui a reçu un non pour la filière GACO et est un petit peu en suspens pour ses autres vœux également. Et Julie, elle a été acceptée sur 3 de ses vœux. Elle se dit chanceuse. Alors pour Julie, mais bien sûr aussi pour tous ceux qui ont reçu plusieurs réponses favorables, ils ont jusqu'au 28 mai au plus tard pour faire un choix entre tous ces vœux et bien sûr pouvoir laisser de la place à ceux qui n'ont encore reçu aucune réponse ou alors qui sont sur liste d'attente. Merci Uranie pour ces précisions et puis merci aussi à Guillaume Dumonteil au cadrage. Parcoursup et puis de manière générale l'orientation en France, on en reparle tout à l'heure dans le dossier de la semaine. Pour le moment, voici un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. L'Agglo booste le très haut débit. Dans les coulisses de l'extrême, au Nabor Raid, 3000 participants rivalisaient sur un parcours de 13 km avec plus de 22 éléments à franchir. Les participants devaient maîtriser les pièges comme la boue et les obstacles. De sacrées sensations, un vrai challenge et beaucoup de dépassement de soi. 6 mois après les manifestations des surveillants pénitentiaires, la députée Nicole Triss se rend à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Les problèmes rencontrés restent les mêmes, notamment une surpopulation avec 110 détenus pour 70 places, des formations inadaptées et un manque de moyens. À l'écoute et découvrant le lieu, la députée a assuré que la prime linéaire serait restituée de manière rétroactive. Une rue Saint-Paul relookée au Val-de-Guéblange ou plus précisément à Chouex. Après le remplacement l'an passé du réseau d'assainissement, ce sont la réalisation de trottoirs et d'une piste cyclable qui sont en cours. À la fin des travaux, la route départementale sera également rénovée et les riverains pourront constater l'enfouissement des réseaux électriques. L'école de golf veut attirer la jeunesse. Avec Fabien Closter, le nouveau professeur, les enfants peuvent dès l'âge de 4 ans s'initier à la pratique du golf sur le practice. En finalité, s'ils souhaitent poursuivre, ils iront comme les adultes frapper la balle sur le grand parcours. À noter que l'école de golf est gratuite jusqu'au 30 juin. Médiathèque, empruntez tout ce que vous pouvez avant travaux. En vue de sa fermeture prochaine, l'opération prêt d'été a été avancée de plusieurs semaines. Concrètement, les adhérents peuvent emprunter autant de documents qu'ils le souhaitent et les conserver chez eux jusqu'au 11 septembre prochain. Cela concerne aussi bien les livres, les revues, les CD et les DVD. Et côté météo, Sandrine, encore de la pluie en perspective ? Oui, c'est ça. Alors, au moins pour demain. Et puis après, il y aura des averses orageuses aussi, mais ce sera très localisé. Mais par contre, d'ici vendredi, pour la fin de semaine, on devrait retrouver du beau temps. Chouette. Bon, en tout cas, on regarde déjà les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain,
l'instabilité persiste. Le ciel présente un aspect changeant et occasionne de rares averses le matin. Puis, à l'image des jours précédents, les nuages prennent de l'ampleur à partir de la fin de la matinée. Des averses parfois fortes et orageuses se déclenchent dès la mi-journée. Les minimales aussi entre 11 et 14 degrés et les maximales entre 21 et 23 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 24 mai, nous fêtons les Donatiens. Le soleil nous accompagnera de 5h37 à 21h19. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. La députée de l'arrondissement en prison. Alors non, ce n'est pas un scoop, ni le fait divers du jour. Nicole Triss n'y était qu'une journée, et pas pour purger une peine évidemment, mais pour se rendre compte sur place des conditions de détention des prisonniers. Elle a aussi pu discuter avec les surveillants pénitentiaires de la manière dont ils travaillent au quotidien à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Reportage de Francis Hoffman et Guillaume Dumonteil. Bienvenue Madame la députée dans la prison la plus surpeuplée du Grand Est. En effet, à Sarreguemines, à la maison d'arrêt, outre les 11 places du quartier de semi-liberté qui sont toutes occupées, le quartier de détention traditionnel d'une capacité de 60 places accueille aujourd'hui 104 personnes détenues, soit un taux d'occupation de 170%. Et ce n'est pas le record de l'établissement. Le nombre de prisonniers avoisine en effet parfois les 110. C'est relativement énorme et en plus avec une particularité d'avoir des cellules très petites. Oui. Les cellules se situent entre 6 mètres 30 carrés et 7 mètres 50 carrés. Où on met 2 personnes détenues par cellule. Donc c'est quand même très petit. Ça impacte non seulement le problème de la gestion du détenu, de mettre 2 détenus dans une cellule, c'est pas évident, mais ça impacte aussi tout ce qui est administratif, la cantine. Ce n'est pas une structure qui peut rester comme ça de manière importante avec ce nombre de détenus. La surpopulation carcérale est un des problèmes rencontrés à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Lors de sa visite de l'établissement, Nicole Triss a aussi rencontré, en détention, les membres du personnel pénitentiaire. Des échanges qui se sont faits à l'abri des caméras, mais dont elle nous a présenté le contenu. Ils expliquaient que le fait qu'il n'y ait plus de fouilles pose problème parce qu'il y a à nouveau du trafic et que c'est difficile à gérer. Le fait qu'on n'ait pas de dentiste. Quand un détenu a une rage de dents un week-end, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas accès à un dentiste? De toute façon, même en semaine, ils n'ont pas accès à un dentiste. C'est vraiment compliqué. Au menu des discussions également, la question de la prime minière. À ce sujet, la députée de la circonscription est en contact avec la garde des Sceaux et le ministère de la Justice. Nous, notre boulot, c'est de remonter ce qui ne va pas, de faire une analyse réelle sur ce qui ne va pas au niveau des circonscriptions où se trouvent les maisons d'arrêt, les centres de détention, et de travailler en accord avec effectivement le ministère de la Justice pour améliorer effectivement l'administration pénitentiaire à ce stade-là. De surcroît, Nicole Triss est également membre du groupe d'études parlementaires sur les prisons et les conditions carcérales. Autant dire que ce sujet l'intéresse particulièrement. L'alternance a le vent en poupe. Le proviseur du lycée Henri Nominet était venu le dire sur ce plateau il y a quelques semaines. Son établissement a organisé un nouveau job dating consacré au domaine industriel version transfrontalière. 5 entreprises étaient présentes ainsi que des élèves de différents lycées du secteur. Retour sur l'événement dans ce reportage d'Uranie Tozik. Compétences interculturelles, connaissance des langues, mobilité, des critères souvent recherchés par les entreprises chez les candidats. C'est pourquoi l'alternance transfrontalière est une formation de plus en plus sollicitée. Préalablement sélectionnée par le lycée technique Henri Nominet, une vingtaine de jeunes a passé des entretiens et déposé des CV auprès de diverses entreprises industrielles. Michelin, IT Plast, Bispro, l'agence d'intérim Prestim se sont déplacés pour ce job dating. De quoi permettre aux jeunes d'entrer dans le monde du travail plus rapidement, et certains ont déjà fait leur choix. Je préfère trouver une entreprise en Allemagne, déjà parce que j'ai le B1, je suis bon en allemand, je suis à l'école, dans une école franco-allemande depuis longtemps maintenant. Et je trouve que c'est intéressant parce que rien que l'alternance en Allemagne, c'est déjà mieux vu. Également présents des recruteurs transfrontaliers en mission pour plusieurs enseignes sarroises et françaises. Aujourd'hui, on a plusieurs postes comme par exemple le BTS électrotechnique,
Donc ça serait par exemple, la théorie se passe dans le CFA ici en Rhénanie à Sarreguemines et la pratique se fait dans une entreprise en Sarre. Et en plus, on a aussi la possibilité de passer aussi l'examen allemand à la fin de l'apprentissage pour avoir les 2 diplômes à la fin. Et ça ouvre les portes pour les 2 marchés de travail. Travailler en France pour une clientèle allemande, travailler en Allemagne pour une clientèle française, entreprise comme candidat, chacun y trouve son compte, comme pour IT-Plast, basé à Sarreguemines. L'alternance, nous, c'est une solution quand même qui nous permet de tester les jeunes à long terme, pas qu'un stage qui dure une certaine durée minimum. Ça nous permet quand même de bien le tester, le former et donc par la suite d'embaucher cette personne. Et à propos de transfrontaliers, il n'y aura bientôt plus de frontières fluviales entre la France et l'Allemagne. Après de longs mois de travaux de rénovation, l'écluse de Gunningen permettra dès le 25 mai aux bateaux de plaisance de poursuivre leur croisière. Cyclistes et joggeurs peuvent également se réjouir. Dans quelques semaines, la voie piétonne sera à nouveau accessible. Notre inspectrice des travaux finis, Christelle Jambon, s'est rendue sur place pour un état des lieux. C'est une vieille dame qui fête cette année ses 155 printemps. Classée monument historique, l'écluse de Gunningen se refait une beauté. Comme il s'agit d'une ancienne écluse de 1863, autant que je sache, on a dû relever pas mal de défis parce que c'est toujours difficile de construire sur un bâtiment déjà existant. On a remplacé les pierres abîmées, mais vu que chacune est une pièce unique, ça a représenté beaucoup de travail. La pose de nouvelles pierres, mais aussi le passage obligé à l'automatisation. Nouveaux moteurs, nouvelles portes, feux de signalisation. L'idée a été de moderniser l'écluse en la rendant parfaitement automatique. En ce moment, on est en train de faire les derniers réglages des crémaillères pour s'assurer que les portes s'ouvrent et se ferment bien. Les travaux s'élèvent à 3,5 millions d'euros. Rien que les imposantes portes coûtent 400 000 euros. Mais pas de quoi impressionner la quarantaine d'oies qui vit paisiblement aux alentours. 12 km d'obstacles dans la boue, c'était le programme de la 3e édition du Nabor Raid de Saint-Avold. Cette épreuve sportive reprend le concept des mud runs, un mélange de course à pied et d'obstacles à franchir où la boue est présente en abondance. L'idée séduit pourtant de plus en plus de participants. Dimanche, ils étaient près de 3000 à participer aux différentes activités organisées par Nabor Fun, entre marches, courses et puis épreuves aussi pour les plus jeunes. Reportage de Renaud Coquet. À 8h45, un premier groupe de compétiteurs a rendez-vous sur la ligne de départ, la vague élite. De bonne heure un dimanche matin, tous ne sont pas encore bien réveillés. Mais il suffit de quelques minutes d'échauffement intensif pour y remédier. Ces jeunes sportifs plutôt bien entraînés en ce qui concerne la vague élite, elles s'apprêtent à partir pour une course de 12 km à travers la forêt naborienne où les attendent une vingtaine d'obstacles. Dès le deuxième, la douche est assurée. La caméra. On prend énormément de plaisir et si on vient là, c'est avant tout pour la déconnade, d'être avec des amis, même des gens qu'on ne connaît pas, c'est le plaisir de partager, d'être dans la merde à plusieurs. Beaucoup de participants font la course en équipe. C'est plus amusant et pour passer certains obstacles, on s'en sort mieux à plusieurs. J'ai fait avec mon collègue. Bon, c'était un peu dur au niveau de la boue, mais c'est bien. À 2 personnes, ça passe bien. Et un super parcours, vraiment très bien, quoi. Rien à dire, très bien avec mon collègue. Très beau parcours, dur, mais bien. Belle édition. La boue, très dur la boue. Super. Les premiers bouclent l'épreuve en 1 heure à peine, mais pour la plupart des participants, le chrono ne compte pas. L'idée est simplement de passer un bon moment. Cela laissera certains sceptiques, mais les bains de boue semblent très appréciés. Allez, on saute. Alors, c'est motivé ou quoi? Bah, ça va, c'était bien, on a bien pris la boue. Et voilà, ça m'a fait plaisir d'arriver, quoi. Lequel je préfère? Ah bah la boue, le dernier là, avec la boue partout, la marée, c'était bien. Plein de boue partout, petit bain gratuit et puis voilà. La tourbe.
La tourbe est géniale. T'en fond jusque-là, t'en chies. Allez, Filou, viens boire la bière, ça ira mieux. Là. Après 21 obstacles faits de boue, d'échelles et de bottes de foin, le dernier n'est pas donné non plus. Il s'agit d'escalader ce mur de paille avant de se jeter à l'eau. Certains arrivent sur les rotules tandis que d'autres continuent à courir pour jouer la montre. Mais tous sont heureux d'y être arrivés. Voilà, on est pour s'amuser, voilà, donc c'était fun. On a trouvé ce qu'on est venu chercher. Super expérience, c'est un peu dur sur la fin, mais on a bien résisté avec les coéquipiers, donc c'était super cool. Impeccable. C'était génial. Je trouve qu'il s'améliore un petit peu, ça manquait quand même un petit peu de difficulté. Il faudrait qu'il s'améliore un petit peu par rapport à ça l'année prochaine. Mais sinon, toujours bien, bon enfant, ça se passe bien. Très fun, très bien. À refaire. Et on parle de foot à présent, Sandrine, ça y est, la liste des 23 joueurs de l'équipe de France a été dévoilée et ça c'est pour la Coupe du Monde et c'était le sujet de ta question du jour. Tout à fait, alors moi j'ai demandé à nos internautes justement ce qu'ils pensaient de cette composition et sur 140 votants il y en a 44% qui pensent qu'elle va nous faire gagner et du coup les 56% restants ne sont pas vraiment convaincus, donc voilà. Donc à eux maintenant de les convaincre, rappelle-nous comment ça va se passer en termes de date et puis quand sera exactement le premier match de l'équipe de France? Alors la Coupe du Monde commence le jeudi 14 juin et le premier match de la France ce sera le samedi 16 juin contre l'Australie et après du coup ce sera lancé, il y aura jusqu'au 28 juin à peu près 3 ou 4 matchs par jour pour arriver jusqu'aux phases des huitièmes de finale. Et en espérant effectivement que la France ira le plus loin possible et qu'on aura du coup la bonne ambiance qui va bien avec. De quoi ravir du coup tous nos fans de foot. Si on revient plus au niveau local en ce qui concerne le SFC, le Sarreguemines Football Club, ça y est, la saison est finie. Est-ce que parce que nous, on a filmé tous les matchs à Mosaïque, on a fait aussi des choses en direct sur Facebook, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cette saison? C'est ça, alors on a diffusé en direct tous les matchs, que ce soit à domicile comme à l'extérieur, et on a été très bien suivis par nos internautes. Ils en profitent régulièrement dans les commentaires pour nous glisser quelques petites précisions sur le match ou pour répondre souvent à des questionnements que se posent nos commentateurs. Et certains en profitent aussi pour nous faire des petits coucous, alors de villages voisins, de régions voisines, ou même parfois de plus loin, par exemple de Guadeloupe ou de Corse. On a même un de nos internautes qui nous suit depuis le Pérou. Alors ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de nos internautes et nous, ça nous permet aussi de nous améliorer et de répondre toujours un peu plus à leurs attentes. Donc surtout, continuez à réagir comme ça. Ok, et ben merci Sandrine. Dans un instant, on change radicalement de sujet pour s'intéresser à l'avenir des CIO, les centres d'information et d'orientation. À tout de suite. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez regarder en direct ou différé les 26 matchs de la saison du SFC. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouvez les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrin, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. Les cloches du hameau chantent dans nos campagnes. Et ça qui se chante bien, hein? C'est de la bombe, bébé. Le son du chalumeau et quel... Restez dans le coup avec la passion de l'audition.
Quel avenir pour les centres d'information et d'orientation? À quel point les CIO sont-ils menacés? 4 invités sont là pour faire le point sur leurs inquiétudes. Karine Gebel, vous êtes vice-présidente de l'association académique des directeurs de CIO et vous êtes directrice des CIO de Forbach et de Saint-Avold. Sandra Beckrich, vous dirigez le CIO de Sarreguemines. Les téléspectateurs ont un peu plus l'habitude de vous voir à l'écran. Nathalie Cadour, vous êtes à la tête du CIO de Sarrebourg. Enfin, Lina Melilo, vous êtes la déléguée adjointe de la Dronisep Grand Est, site de Nancy-Metz. Bonjour à toutes les 4. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de venir témoigner sur ce plateau. Alors, j'ai précisé d'entrée de jeu que vous êtes toutes les 4 membres de l'AADCIO, donc l'association adhérente à l'Association nationale des directeurs de CIO, et que c'est à ce titre que vous êtes venus vous exprimer aujourd'hui. Karine Gebel, cette association, justement, ce n'est ni un syndicat, ni un parti, ni un courant. Quel est le but ? C'est une association professionnelle qui défend intérêts professionnels, permet à des collègues de se rencontrer dans un objectif d'entraide et d'expertise aussi sur le fonctionnement du système. Cette association académique regroupe 70% des directeurs de CIO de l'académie et a une histoire de plus de 30 ans déjà. Et une histoire qui évolue aussi, puisque aujourd'hui, c'est plutôt, il s'agit plus de tirer la sonnette d'alarme, mais il faut que vous nous expliquiez un petit peu quelles sont vos inquiétudes, quels sont pour vous les dangers qui vous guettent. Remettons un petit peu dans le contexte. À l'approche du week-end de Pascal, organisations syndicales et associations ont été reçues par la conseillère au niveau social du ministère de l'Éducation nationale et on leur a annoncé une fermeture à terme des CIO des territoires. De la même façon, un passage des délégations régionales de l'ONICEP sous l'égide de la région. Il s'agissait d'annonces orales faites à ces différentes associations et syndicats. Vous comprendrez donc les inquiétudes et interrogations des personnels. Depuis, nous avons eu le 27 avril la lecture ou la présentation plutôt à l'Assemblée d'une loi ou d'un projet de loi, dirons-nous, le titre du projet de loi étant pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Un article spécifique à l'intérieur de ce projet de loi nous interroge et nous pose question. À l'intérieur de cet article, il est à nouveau question du transfert des délégations régionales de l'ONICEP aux régions et on se pose aussi la question du transfert de la compétence orientation qui serait une mission des régions où les régions informeraient à ce moment-là et travailleraient avec les élèves au niveau de leur parcours. Ce qui est pour le moment en fait la mission principale d'un CIO. Concrètement, un CIO, ça fonctionne comment? Ça sert à qui, à quoi? Alors, au niveau d'un CIO, on peut faire une petite focale sur 4 mots-clés. C'est un lieu, un accueil, un conseil et des ressources. C'est un lieu à part entière, un lieu qui dépend, c'est un service public de l'éducation nationale qui est gratuit, qui est de proximité et qui garantit une neutralité. Ensuite, c'est un lieu d'accueil et de conseil, puisque effectivement, à l'intérieur des CIO, nous avons des personnels PsyEN, psychologues de l'éducation nationale, mais également des personnels administratifs qui font l'accueil des publics physique et téléphonique. Et donc au niveau des psychologues de l'éducation nationale, dans les CIO, nous accueillons tout type de public, à la fois des jeunes scolarisés dans les établissements scolaires, du collège à l'enseignement supérieur en passant par les lycées, mais également nous accueillons des publics non scolaires, donc ça peut aller des élèves décrocheurs qui restent soumis à l'obligation scolaire, en passant par des adultes qui veulent un petit peu discuter de leur situation professionnelle et pourquoi pas en changer éventuellement. Et puis nous recevons également un certain nombre de jeunes avec leurs familles, des jeunes nouvellement arrivés sur le territoire et les familles souhaitent scolariser à juste titre leurs enfants. Donc, il faut aussi rajouter qu'au niveau du travail des psychologues de l'éducation nationale, ils travaillent effectivement en CIO, mais ils travaillent également
principalement dans les établissements scolaires publics, sur un territoire qu'on appelle un district. Qui permet aussi du coup de toucher les élèves qui ne viendraient pas forcément, qui ne franchiraient pas forcément les portes. On l'a vu pendant que vous l'expliquiez, on a pu voir des images d'illustrations qui ont été filmées au CIO de Sarreguemines. Et sur ces images, on a vu pas mal de brochures qui ont été éditées par l'ONICEP. Alors expliquez-nous un petit peu, l'ONICEP, c'est quoi? Alors l'ONICEP, c'est un éditeur public, spécialiste de l'information, information au service de l'orientation. C'est pour ça que nous sommes toutes les quatre autour de ce plateau. Donc alors nous sommes chargés, donc sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, nous sommes chargés d'éditer des publications d'informations sur les métiers et sur les études. Donc les élèves connaissent bien nos brochures après la troisième, après la terminale, mais également des brochures spécialisées sur, par exemple, les métiers médicaux et paramédicaux, qui sont ce qu'on appelle les parcours, sur de très nombreux sujets que je ne pourrais pas citer là peut-être aujourd'hui. Nous éditons également, nous mettons en place des vidéos sur les métiers. Notre fonction, c'est également de créer des ressources au bénéfice des équipes pédagogiques qui travaillent avec les élèves en classe sur l'éducation à l'orientation ou des ressources pédagogiques pour les conseillers d'orientation, enfin psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'orientation. Nous avons aussi une mission d'accompagnement des familles, puisque par exemple, tout à l'heure vous parliez de Parcoursup, l'ONICEP cette année a créé une application qui s'appelle Terminal 2017-2018, qui était destinée à informer les jeunes et leurs familles avant de prendre la décision de candidature sur Parcoursup. Voilà quelles sont nos missions. Et donc par la force des choses, vous travaillez évidemment toutes main dans la main. Les changements là que vous redoutez, concrètement, ça se traduirait comment pour vous? Est-ce que ça signifierait par exemple la suppression d'un CIO à Sarreguemines? Alors, au niveau des CIO, l'inquiétude est non pas sur les statuts. Nous restons fonctionnaires à l'éducation nationale et ça, il faut bien le comprendre. Mais c'est une perte de structure, c'est-à-dire un lieu d'accueil, un lieu de conseil et d'information près d'un public bien particulier qui est public non scolaire, puisque le public scolaire serait accompagné en établissement scolaire. Donc ce public non scolaire, et Madame Cadour le précisait bien, on est bien sur des élèves décrocheurs soumis à l'obligation scolaire, en passant par l'adulte qui est en reconversion professionnelle ou demandeur d'information, mais également des jeunes nouvellement arrivés en France et qui souhaiteraient se rescolariser. Donc c'est surtout ce public-là, dit plus fragile, peut-être moins à l'aise avec des services dématérialisés, qui ne pourraient plus être reçus par la structure CIO. Le CIO également, comme le disait Madame Cadour, on est sur un district, on travaille en district en bassin. C'est un lieu d'animation du territoire en partenariat avec l'éducation nationale, tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, sous contrat, mais également avec un partenariat hors éducation nationale, que ce soit la mission locale, Pôle emploi, la maison de l'emploi, les éducateurs de rue, mais également la sous-préfecture, la directe. On est en partenariat régulier avec ces structures-là. Et puis vous organisez aussi des forums d'orientation. Effectivement. Donc se pose la question de devenir des forums même pour les prochaines années, puisque c'est un partenariat éducation nationale avec les établissements scolaires, et c'est vrai que la cheville ouvrière, c'est les CIO actuellement. Mais qu'est-ce qui vous fait peur concrètement? Parce qu'on a l'impression qu'en gros, il s'agirait plutôt d'une décentralisation, qu'au lieu que ça soit national, vous dépendriez de la région. Ou c'est encore différent? On est dans des hypothèses, on est dans des annonces avec effectivement un projet de loi, mais un projet de loi qui doit encore passer des instances, encore être examiné. Dans les annonces orales qui ont été faites à l'approche du week-end pascal, on était dans une notion de transfert des personnels. Je crois que la grande difficulté, il faut la noter dans quelque chose qui est une inquiétude par rapport à des annonces et par rapport à des interrogations. Mais est-ce que ça changerait quelque chose dans votre discours? Est-ce que par exemple vous avez des directives nationales, il faut absolument qu'il y ait tel et tel % d'une classe d'âge qui aille vers un bac général et d'autres vers du bac pro, etc. Et du coup il y aurait des consignes qui viendraient de la région. J'arrive pas à comprendre ce qui changerait réellement pour vous. Ce qui changerait, c'est l'inquiétude de la disparition de ce lieu d'accueil
qu'est le Centre d'information et d'orientation, un service public sur un territoire. Une partie de mission qui incombe actuellement au CIO et aux psychologues sur la partie information et orientation. C'est cette partie-là en fait qui nous échapperait et qui impacterait, alors les établissements scolaires peut-être beaucoup moins, mais qui impacterait un public qui est reçu dans une structure de l'éducation nationale, qui a de l'information nationale par le biais des l'ONICEP. En fait, c'est une boucle en fait, de travail. Et il y a une partie de cette boucle qui disparaîtrait. Alors pour le moment, c'est un projet de loi. Vous avez peur que ça devienne effectif à quelle date ? Un projet de loi qui a été donc présenté à l'Assemblée, qui est porté par le ministère du Travail, et une prochaine lecture et passage aux instances est prévu pour le 29 mai. Aujourd'hui est une date où normalement associations, organisations syndicales devraient être encore auditionnées, et on est dans le cadre de ce projet de loi, dans le cadre d'une procédure accélérée par rapport aux informations dont nous disposons. Là, on est justement en pleine période d'orientation. Est-ce que vous avez tiré la sonnette d'alarme aussi auprès du public qui vient vers vous ou vers lequel vous allez, et quel est le retour de ce public ? Alors effectivement, on agit au niveau académique en inter-syndicat et inter-association, mais au niveau local également, raison pour laquelle on est sur ce plateau aujourd'hui. L'impact pour les CIO, pour le moment, il est un peu plus court. Effectivement, pour la DRONICEP, il est beaucoup plus rapide. Mais sur les actions, on va dire, concrètes qu'on fait au niveau local, on agit auprès des établissements scolaires, on agit auprès du public que l'on reçoit, on informe. On est sur une phase d'information. Mais de l'information, comme le disait Madame Gebel, orale. Systématiquement orale. Est-ce que le grand public vous soutient dans votre lutte, dans votre mobilisation ? On a vu par exemple la grande banderole CIO en danger, etc. On a de plus en plus de familles qui poussent la porte des CIO en nous demandant des explications et quel serait l'impact pour leurs enfants, mais des enfants qui sont parfois en maternelle. Donc un public qui n'est pas encore concerné actuellement. Donc l'inquiétude est grande auprès des familles. Les consultants sont inquiets, effectivement. Alors, à effet immédiat, les gens qui sont peut-être directement concernés en ce moment par vos conseils, beaucoup d'entre eux sont en plein dans les affectations, puisque les premières affectations viennent d'être dévoilées par la plateforme Parcoursup. Est-ce que vous vous attendez du coup à ce qu'il y ait plus de gens qui viennent tout d'un coup parce qu'ils n'ont pas eu leur vœu, ou vous en dites quoi pour le moment de cette plateforme ? Parcoursup est une plateforme nouvelle qui a un mérite, déjà un mérite certain. Les élèves ont les premières réponses aujourd'hui, donc un 22 mai. On n'a jamais eu des réponses aussi tôt dans l'année par rapport aux élèves. Après, c'est un nouveau dispositif, mais qui reprend certains éléments aussi d'un dispositif plus ancien qui était déjà rodé. Donc dans ce contexte-là, je crois qu'il faut prendre un temps de recul, un temps d'observation. Les premiers résultats sont tombés hier soir. Pour certains jeunes, les réponses auront été, si vous avez regardé des émissions nationales, j'ai été reçu sur tous mes vœux. D'autres vous auront dit, j'ai été reçu sur un ou deux, je suis en attente. Établissements scolaires, psychologues de l'éducation sont mobilisés et sont prêts à recevoir des élèves qui s'interrogeraient s'il y a des choses à réajuster et à les accompagner, notamment par rapport aux réponses à formuler. Mais comme tout dispositif nouveau, observons, laissons le temps. Alors pas seulement par rapport à cette plateforme Parcoursup, mais vraiment de manière générale, pour vous, ce serait quoi l'idéal en termes d'information et d'orientation ? Par exemple, les CIO à l'heure actuelle, parce que vous avez peur de ce qui est en train de se profiler, mais est-ce que les CIO à l'heure actuelle vous conviennent parfaitement, ou est-ce que ça serait bien de faire évoluer certaines choses, d'aller dans d'autres directions ? Il y a toujours des choses à évaluer en fonction du partenariat. Mais ce qui serait déjà peut-être intéressant pour rebondir sur le sujet d'aujourd'hui, c'est déjà garder notre partenaire ONICEP. L'impact, et on va peut-être laisser la parole à Mme Melillo sur l'impact réel et concret au 1er janvier 2019, c'est de garder notre partenaire ONICEP.
Parce qu'à l'ONICEP, là, il y a une vraie date. Alors oui, donc alors dans l'avant-projet de loi, justement dans cet article 10 qui concerne l'orientation, il est nommément cité l'ONICEP, et la proposition est de transférer les délégations régionales de l'ONICEP sous la tutelle des régions. Ce que nous on craint, c'est une perte dans l'objectivité de l'information, puisque les régions sont très préoccupées, et c'est tout à fait normal, c'est de leur compétence, par le développement des secteurs économiques de leur territoire, et en termes d'information sont aussi très intéressées par le développement de l'apprentissage. Le risque, c'est que le travail de l'ONICEP soit la valorisation de certains secteurs économiques et la valorisation de certaines formes d'enseignement. Aujourd'hui, dans la mesure où nous avons un pilotage national, nous ne valorisons aucun secteur économique, tous sont valorisés, et nous ne valorisons pas une forme d'enseignement par rapport à une autre, toutes les formes d'enseignement sont valorisées. Et notre inquiétude, c'est que d'une région à l'autre, ce ne soit pas la même chose qui soit valorisée, bien évidemment, et donc nous allons intégrer une inégalité entre les territoires. Et tout à l'heure, nous parlions des CIO, et l'ONICEP est dans la même perspective. Nous sommes un acteur social, et un des éléments qui est fondamental pour nous, c'est bien la lutte contre les inégalités sociales qui interviennent sur le choix d'orientation et plus tard sur l'insertion des personnes dans leur territoire ou plus globalement dans la nation ou plus globalement donc dans le monde. Et le risque d'atomiser les différentes délégations régionales de l'ONICEP fait que nous allons perdre cette exhaustivité, cette objectivité, cette ouverture qui fait que la promotion des métiers, c'est fondamental. La promotion des études, c'est fondamental. Mais aussi réfléchir en termes de qu'est-ce que la nation attend de ses enfants. C'est-à-dire, tout à l'heure vous parliez, il y a, par exemple, si on a des consignes, par exemple, le niveau de qualification doit être de plus en plus accru, de plus en plus élevé. C'est une consigne, puisque c'est pour répondre aux évolutions technologiques. Donc il y a un élan vers la poursuite d'études, que ce soit par la voie professionnelle ou que ce soit par la voie générale ou technologique. On a bien donc un accroissement des qualifications, c'est un objectif de la nation. Quid des objectifs de chaque région? Est-ce que les grands objectifs de la nation seront suivis également par toutes les régions, en plus bien sûr de leurs propres objectifs régionaux qu'il est normal qu'elles poursuivent. Mais qui va être le garant de tout ça? Et ça, c'est notre principale inquiétude. Et alors du coup, quelles sont vos possibilités pour lutter, pour essayer d'obtenir des modifications, voire que cette loi ne passe pas? Pour le moment, nous interpellons. Ce plateau télé est un moyen d'interpeller. Pour nous, c'est vraiment interpeller nos usagers, interroger aussi nos instances et nos élus. Voilà. Et pour nous, à l'ONICEP, c'est par exemple une proposition, plutôt que transférer les personnels et les missions intégralement aux régions, pourquoi pas plutôt conventionner de façon plus précise avec les régions pour répondre à leurs besoins. Ce que nous faisons déjà, je tiens quand même à signaler que l'ONICEP Grand Est a été choisi par la région Grand Est comme étant l'opérateur unique pour travailler sur la promotion des métiers des secteurs économiques à valoriser sur nos territoires. C'est déjà le cas, on a déjà une convention. Donc l'idée, c'est peut-être de conventionner plus précisément, peut-être de réfléchir ensemble sur quelles sont les préoccupations de chacun pour répondre à ces préoccupations, tout en restant sous le giron bien de la politique nationale. Bon courage, bonne continuation. Merci de nous avoir invités. Merci à toutes les quatre d'être venues témoigner. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.